C'est bon, tout le monde est d'accord pour qu'on débute derrière? Ok. Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour participer à cette petite conférence. On va parler aujourd'hui des réglementations autour de l'immobilier durable. Donc on va échanger. On a prévu quelques grandes questions qu'on va traiter tous les deux pour après vous donner la parole. Donc si vous avez des questions à nous poser ensuite pour qu'on puisse un peu interagir, bah, n'hésitez vraiment pas. La plus dure, c'est la première. Donc n'hésitez pas à poser la première. En général, après, ça crée une dynamique. Du coup, aujourd'hui, je suis très content d'être avec Emmanuel Arsico, qui est directeur de la partie Property Management et référent ISR chez Spirit. Merci d'être là et je vais te laisser dans un instant présenter qui est Spirit. Et moi, Guillaume Bach, je suis le directeur commercial et associé de Citron, que je vais présenter juste après. Mais pour commencer et introduire le sujet, juste d'abord, qui est Spirit? Alors, Spirit, c'est un promoteur et moi, je suis Emmanuel Arsico, directeur du Property Management de Spirit Reign Service, qui est la société de gestion agréée par l'AMF. Et nous gérons pour le compte de Spirit Reign Service des fonds réglementés. Donc, nous avons grosso modo 180 000 mètres carrés de parcs d'activités. Nous sommes spécialisés dans la gestion de parcs d'activités et la valorisation de parcs d'activités. À peu près, ça fait 20 millions d'euros de loyers collectés par an et une valeur d'actifs d'un peu plus de 400 millions d'euros d'actifs sous gestion. On travaille avec Citron, IQ Spot préalablement dans le cadre de notre monitoring des énergies et ça a amené forcément pas mal de réflexions, surtout sur la partie labellisation ISR et décret tertiaire et décret BAX. Tout ça en a découlé. On y reviendra ultérieurement. Euh, Hop, j'ai présenté brièvement. Alors, Citron et QSpot, il y a une double notion, c'est que Citron et QSpot, c'est deux entités distinctes qui viennent de se rapprocher. Citron, nous, on est spécialiste dans la transition énergétique et digitale des grands parcs immobiliers. Donc, on travaille avec les collectivités et avec beaucoup le tertiaire occupant historiquement. Et donc, le rapprochement avec QSpot, c'était aussi pour renforcer nos positions sur la partie justement immobilier durable et le tertiaire d'investissement. Donc, du coup, notre solution, elle est autour d'une plateforme d'agrégation multisource de données énergétiques, techniques et de maintenance pour permettre de piloter son parc immobilier, mais aussi des experts qui sont là pour accompagner l'usage de cette data pour pouvoir mettre en œuvre de manière effective la transition énergétique de votre parc immobilier. Comme je l'ai dit juste avant, on vient de se rapprocher de la société IQ Spot, qui était justement dédiée à la gestion de l'immobilier, enfin de l'immobilier d'investissement. C'est plus de 5 millions de mètres carrés qui sont gérés par IQ Spot. Donc maintenant, la fusion des deux, nous sommes 150 salariés. On a des bureaux à Paris, à Bordeaux et à Lyon. On est dans 6 pays aujourd'hui et 15 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 45 clients dans l'immobilier d'investissement. On en a près de 500 clients si on prend en compte l'immobilier tertiaire en général avec les collectivités et le privé. Alors, maintenant qu'on s'est présenté, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Et la première question, justement, quand on parle justement des assets, des property managers, quelles sont les principales réglementations qui viennent impacter à la fois la gestion au quotidien, mais aussi la valorisation, donc, le fameux arbitrage dont on discutait tous les deux, des actifs à partir de cette année? En fait, il y a trois grandes règles qui sont venues. La première a été le décret tertiaire à partir de 2020 avec l'obligation pour tous les bâtiments de plus de 1000 mètres carrés de faire des économies de 40% d'énergie à horizon 2030. Tout ça par une valeur qui est déterminée par l'OID. Et une obligation auprès de tous les utilisateurs de déclarer sur une plateforme de l'ADEME, la plateforme Opérate, les déclarations pour pouvoir monitorer cette baisse d'énergie à horizon 2030. Donc c'est 2030, c'est 40%, 2040, 50, et ça descend encore à 60. Enfin voilà, il faut aller, c'est crescendo. Ça a été le premier point, le décret tertiaire. Le deuxième point qui est venu s'ajouter à ça a été le décret BAX, où là, c'est la possibilité de pouvoir mettre des systèmes de gestion technique des bâtiments afin de pouvoir donner des consignes et monitorer l'ensemble des installations techniques énergétiques des bâtiments, où là, on a une obligation en 2026-27
27 pour tous les bâtiments supérieurs à une production de 70 kWh. Le dernier point, qui n'est pas une réglementation, là pour le coup, mais qui est la labellisation ISR. Le label ISR, c'est quelque chose qui a été créé en 2016 par le ministère de l'économie et des finances pour permettre de différencier les fonds d'investissement qui avaient une appétence à avoir un investissement socialement responsable et à pouvoir les différencier. C'était uniquement lié aux OPCVM et aux assurances vie principalement. Et à partir de 2020, ils ont ouvert cette labellisation également aux fonds d'investissement immobilier, donc aux OPCI, aux SCPI et aux FIA divers. Là-dessus, ce référentiel est arrivé et maintenant est devenu nécessaire pour quelques outils financiers qui allaient se mettre sur la place. Il est nécessaire maintenant d'avoir l'ISR. Alors, on n'a aucune obligation réglementaire, mais on a des contraintes vis-à-vis des épargnants et vis-à-vis des banques et également sur la valorisation même des actifs. Là-dessus, deux questions. C'est est-ce que le marché connaît ces réglementations, décret tertiaire, BAX, quand on parle, alors les gros, j'imagine que oui, mais plus bas, sur des granulométries plus petites, tout le monde connaît aujourd'hui ces réglementations. Et le label ISR, c'est quel pourcentage du parc à peu près qui est aujourd'hui labellisé? Alors, sur la totalité du parc immobilier et de l'ensemble de la place, je serais incapable de vous dire combien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que chez Spirit Time Service, 100% de nos fonds, eux, sont labellisés ISR parce que, comme je le disais, c'est nécessaire. On ne peut plus vendre un fonds ou attirer des investisseurs si on ne s'assure pas de ce côté responsable, sociétal, et du fait de l'engagement de la société de gestion dans le cadre des trois piliers ESG qui sont aujourd'hui importants. Après, si on descend plus bas dans la granularité, en effet, nous, comme je vous l'ai dit, on gère des parcs d'activités. Alors, juste pour faire un petit topo, le parc d'activités, c'est un ensemble de bâtiments qui oscille entre 2000 et 5000 mètres carrés, qui est sécable, et dans lequel, le plus souvent, on a des TPE, PME, qui sont très loin des obligations réglementaires que nous impose la loi, en particulier sur la partie environnementale. Eux, ils sont focus sur leur business, sur le fait de devoir remplir leur bon de commande, d'être certains de pouvoir payer leurs salariés à la fin. La partie décret tertiaire, devoir faire des économies d'énergie, ce n'est pas du tout dans leur état d'esprit du moment. Donc là-dessus, on se doit de les accompagner, d'essayer de les éduquer pour pouvoir les amener à aller vers ces économies voulues à horizon 2030. Ça, c'est la première chose pour le décret tertiaire. Et je ne vous cache pas que le fait du label ISR et le fait que nos fonds soient labellisés ISR nous ont amené également à pouvoir les aider à aller vers le décret tertiaire. Parce que nous sommes engagés, nous, au titre du fonds, à essayer d'améliorer la qualité des bâtiments d'un point de vue énergétique. Et donc, de ce fait, ça nous a obligés à être encore plus accompagnants vis-à-vis du locataire qui, lui, pour le coup, est assez néophyte sur le sujet. Et du coup, concrètement, quand Spirit, c'est le décret tertiaire le déclencheur ou c'est l'ISR finalement? Première question. Enfin, oui, on a qu'un micro, donc j'essaie de dédoubler. Et la deuxième, c'est qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement suite à ce déclencheur pour rendre les choses concrètes sur le parc? En fait, c'est une collusion. Il y a 2020, comme je vous dis, il y a le décret tertiaire et l'ISR qui se mettent en place pour les fonds d'investissement. Donc, chez nous, ça c'est venu se percuter d'un coup d'un seul et on a vu les intérêts communs qu'il pouvait y avoir sur ces deux sujets. Donc, dans le cadre de la volonté de Spirit Time Service, c'était de vouloir avoir des fonds réglementés et labellisés ISR. Donc, on a décrit une grille sur les trois piliers ESG. Et dans la partie environnementale, il était évident que l'économie d'énergie à faire sur les bâtiments était un point central et un item très important sur lequel on mettait une très forte pondération. Et la partie sociétale, le fait d'amener nos locataires et les accompagner à devenir plus vertueux, était quelque chose également d'assez impactant. Là-dessus, le décret tertiaire était là également. Nous, comme je vous l'ai dit, on a du parc d'activité. Le parc d'activité, en termes d'équipement commun, c'est assez pauvre. C'est un portail qui s'ouvre, qui se ferme.
on n'est pas soumis au décret tertiaire. Donc, le premier de nos clients, qui est le mandant, pas soumis, chose éludée. Mais on a un deuxième client, qui est le locataire, et lui est soumis. Et à partir de là, du fait de notre obligation de répondre à l'ISR et aux besoins de l'ISR, on a tout de suite pris l'opportunité de se dire c'est le moment d'aider notre locataire et de lui apporter un service supplémentaire, de le dégager de sa responsabilité et de son obligation de déclaration sur Opérate, qu'il ne connaît absolument pas, dont il n'a aucune connaissance, il ne sait même pas comment ça se remplit. L'ADEME, en plus, en 2020, n'était pas complètement à jour sur le fait de la plateforme. Donc, on s'est dit, on va l'accompagner, on va monitorer pour lui les consommations, on va relever tout ça, et surtout, on va faire la déclaration. Ça, c'était le premier item. Le deuxième, c'est que dans le cadre de l'ISR, on se disait que on allait accompagner le locataire pour lui éviter toutes les déviances énergétiques qu'il peut avoir sur l'eau, l'électricité et le gaz, sachant que le décret tertiaire, c'est que l'électricité, hein. Mais sur les trois fluides possibles, en mettant, grâce à IQSpot, en effet, des capteurs sur chacun des compteurs, en mettant des consignes avec lesquelles on a travaillé en collaboration avec nos locataires pour voir par rapport à leur process de consommation, s'ils sont en 3,8, s'ils sont en 2,8, s'ils travaillent le week-end ou non, mettre des valeurs seuil, et pour pouvoir les alerter directement en cas de déviance énergétique sur un de ces trois fluides. Juste un point, c'est que de mémoire, ce qu'on s'était dit, c'est que vous aviez déjà testé de collecter les mandats avant de vous dire on va mettre de l'IoT. Je veux bien qu'on touche, qu'on parle un peu de ce sujet, parce que justement le rapprochement Citron avec QSpot est lié à cette problématique qu'on a rencontrée nous chez Citron, c'est la difficulté qu'on a à collecter ces mandats. Et si je prends le retour d'expérience qu'on a nous autres, on a déjà réussi à collecter 80% des consommations via mandat, mais c'est le record historique. En règle générale, il y a un plafond de verre autour de 50-60% qui ne nous permettait pas d'avoir une vision exhaustive des consommations d'un parc. Alors, la belle ISR a accepté l'extrapolation, on entend qu'il acceptera de moins en moins, donc c'est ce qui fait que nous, on a voulu basculer sur des modèles IoT. Mais je crois que vous aviez aussi fait l'expérience. En fait, à ce moment-là, au moment de la collusion, évidemment, on n'est pas tout de suite allé vers IQSpot. On a évidemment fait des recettes avec d'autres organismes. Et en effet, sur la collecte de mandats auprès de nos locataires, comme je vous disais, ils n'ont pas d'appétence sur ces sujets-là. Donc, on leur a fait un premier courrier juste pour les alerter qu'ils allaient avoir le décret tertiaire, qu'ils allaient devoir se conformer à ça. Bon, on se rend compte que, allez, sur les 200 locataires, on en a eu 5 qui nous ont appelés pour nous poser la question en quoi ça les engageait. 5 sur 200, c'est vraiment pas beaucoup. Là-dessus, on dit, bon, ben, on va essayer de trouver une solution. Et là-dessus, on a fait un premier test avec la demande de signature d'un mandat pour récupérer les données. Et sur le même parc, on a mis les IoT IQSpot. On s'est rendu compte que sur les 15 locataires qu'on avait, il y en a un qui nous a renvoyé le mandat. Donc, on avait une possibilité de collecte. Avec QSpot, l'avantage, c'est qu'on avait les 15 puisqu'on avait la remontée de data en automatique. Donc, le choix a été assez vite fait de pouvoir récupérer les données. Et je le répète, dans le cadre de l'ISR, nous, c'était une obligation, mais également dans le cadre du décret tertiaire, ça nous permettait de pouvoir apporter cette nouvelle solution auprès des locataires. Ouais, l'idée, c'est de ne pas passer trop de temps sur la partie collecte, mais plus sur la mise en œuvre des économies par la suite. Et donc, effectivement, pour ceux qui veulent comprendre la technologie, hein, l'idée, c'est de mettre des IoT sur les compteurs Linky, les compteurs Gaspard, les compteurs des réseaux de chaleur, les compteurs d'eau, pour pouvoir remonter la donnée. Et en fait, ces compteurs sont dans les parties communes, donc on peut facilement les instrumenter, et le propriétaire a le droit de remonter la consommation tant qu'il ne remonte pas de données attenantes à la facturation, donc à des euros et au coût de l'énergie, ces données de consommation qui sont maintenant à son parc. Ce qui nous permet donc d'avoir une vision en temps réel des consommations et d'agréger 100% des consommations d'un parc. Le seul point qui peut être gênant, c'est si les compteurs sont dans les parties privatives et qu'on ne nous en donne pas l'accès, ce qui est assez rare, et quand bien même, en général, on donne l'accès. C'est paradoxalement plus facile d'avoir l'accès pour mettre un IoT que de demander de signer un papier aussi peu engageant qu'il puisse être. Donc voilà pourquoi on a fait cette bascule avec IQSpot. Et finalement, d'avoir pris en charge ce service, moi j'ai plutôt l'impression que tous les property managers, sans aucun jugement, cherchaient à fuir cette responsabilité. Qu'est-ce que ça a apporté comme changement avec la relation locataire? Ça a apporté quelque chose d'assez singulier, c'est que on a changé le rapport PM-locataire. Le PM, c'est la personne à qui on envoie un mail quand on a un problème sur un immeuble, qui répond pas forcément avec la plus grande des réactivités.
et celui qui appelle le premier du trimestre pour demander le paiement du loyer parce que c'est exigible et qu'il y a besoin d'amener un recouvrement, puisqu'on sait que c'est quand même le nerf de la guerre. Hein. Et là, on change le rapport dans le sens où, en mettant des valeurs seuil et des alertes en cas de déviance énergétique, sachant que sur les parcs d'activité, comme je vous ai dit, les parties communes techniques, elles sont très pauvres pour le bailleur. Donc les contrats, ils sont directement pris par mes locataires. Ils sont pris le contrat d'eau, le contrat d'électricité, le contrat de gaz, c'est son contrat à lui. C'est sa consommation, c'est lui qui le paye en direct. Ça n'est pas une histoire refacturée ou quoi que ce soit et prise dans les charges. Enfin, c'est pris dans ses charges à l'arrivée, mais donc le fait de l'appeler et de l'avertir dès qu'il y a une déviance énergétique, c'est d'une façon ou d'une autre, déjà primo, l'aider à devenir plus vertueux, à consommer moins, mais surtout, c'est un gain immédiat sur sa facture. Et à partir de là, le rapport avec le property change. Il y a un rapport de confiance. On n'est plus forcément dans quelqu'un qui va chercher à gratter ou à essayer d'avoir l'argent et d'être tout le temps dans le côté que gagnant de son côté, mais dans un vrai travail de collaboration où on essaye de lui faire des économies de façon intelligente. Et là, de ce moment-là, tout le rapport change avec le property. Ce qui nous permet dorénavant, en fait, d'obtenir cette relation de confiance et de faire que on ait un élément et un facteur qui aide au bon fonctionnement de son entreprise. Et ça change tout. Ça change la relation quand il a besoin de surface supplémentaire. Ça change la relation quand il a des difficultés financières ou des besoins de réduction. Ça nous permet d'aller plus vite sur toute la chaîne de valorisation de notre actif, de pouvoir être beaucoup plus réactif auprès de nos asset managers et de nos propriétaires. Je pense que toute personne qui a déjà fait une déclaration opérate voit bien de quoi on parle. C'est effectivement, si le property prend à sa charge d'aider à cette déclaration, c'est vraiment une épine du pied qu'on enlève. Et si en plus ça baisse les consommations et donc le coût finalement mensuel des charges, forcément là l'intérêt il est assez évident. Et ce qu'on a écrit, hein, quand on a écrit win-win, c'est que c'était bon à la fois pour le propriétaire, parce que finalement son asset prend de la valeur si les consommations baissent, bon pour le locataire, parce qu'il se met en conformité et il baisse ses charges, et même bon pour le property finalement, qui prend un rôle complètement différent. La question qu'on s'était aussi posée à l'époque, c'était comment réagissaient les locataires dans ces cas-là quand vous les sollicitez pour dire il y a une dérive énergétique. Ça paraît un peu intrusif, voire c'est peut-être un peu d'ingérence aux yeux de certains. Est-ce qu'ils sont réactifs, ils le mettent en œuvre ou est-ce que, enfin, comment c'est accueilli finalement quand on passe même dans l'étape d'après de il y a une dérive, on vous conseille de baisser votre consigne ou de supprimer la conso du week-end? Il est évident que la première approche, au moment où on a voulu installer les capteurs IoT, c'est Big Brother qui rentre chez moi. Donc, vous allez me contrôler, vérifier mes données et me fliquer. Très vite, on dépasse ce cap, en effet, parce qu'on les prévient, qu'on les soulage d'une contrainte réglementaire et qu'on va au contraire les accompagner. Donc, c'est très vite, très bien perçu par les locataires. Après, on a la chance, nous, d'avoir mis des seuils, comme je disais, sur tous nos locataires et toutes les consommations, ce qui nous permet de pouvoir avoir des alertes dès qu'il y a un dépassement de seuil. Et dans ce cadre-là, il y a évidemment un échange qui se fait entre le property et le locataire. La mesure corrective est prise très vite. C'est-à-dire que le locataire va faire attention à ne pas laisser l'aérotherme gaz allumer le week-end et chauffer la partie logistique pour rien. Pareil sur les radiateurs la nuit et le week-end, ou voire même s'ils ont une petite GTB Light, de pouvoir revoir leurs consignes pour pouvoir amener ça à un niveau raisonnable. Après, le vrai sujet, et c'est là où on a vraiment souvent gagné où on a eu des vraies économies et des vraies victoires, moi je trouve, hein, parce que l'eau, c'est l'or de demain. Hein. C'est sur les consommations d'eau, quoi. Un toilette fuyard, ça se voit pas forcément, mais à l'arrivée, sur un week-end, ça fait quelques mètres cubes. Hein. Et soit il y a une réparation à faire sur le flotteur, soit c'est une recherche de fuite à faire. Et ça, pour le coup, c'est un vrai gain pour tout le monde. Même si d'un point de vue économique, on est tous d'accord que le prix du mètre cube, ça fait pas grand-chose.
Pas encore assez dissuasif, mais je suis assez d'accord sur l'analyse que demain, je pense qu'on aura un regard différent, et heureusement. Le mot GTB a été lâché, donc on parle un peu du décret Bax un petit peu. Ça aussi, donc du coup, bon, première figure imposée du décret tertiaire, quelque part, hein, pour atteindre les 40 premiers pourcents, il faut passer par ça. Donc cette réglementation, elle est quand même en droite ligne de la première. Quelle approche vous avez eue chez Spirit Raim pour pousser la mise en place de ces GTB, et qu'est-ce que ça a apporté en plus encore aux locataires? Alors, pour le décret Bax, comme je vous disais, on a des immeubles, c'est du petit parc d'actifs, enfin, c'est des parcs d'activités. Donc, c'est de la logistique. Ça se déploie sous 500 mètres carrés de logistique en rez-de-chaussée et une mezzanine de 100 mètres carrés de bureau. Donc, en termes techniques, c'est assez pauvre. C'est un aérotherme gaz pour chauffer la partie logistique, 4-5 convecteurs pour la partie bureau et puis des lumières. Donc, on a parti de ce principe-là. On arrive rarement au-delà des 70 kWh. Donc, ça exclut quand même une bonne partie de notre parc de la réglementation BAX. Ceci n'empêche, après, en termes de process, on a des locataires qui ont mis de la clim, qui ont des process un peu plus lourds. Et là, on le dépasse largement. Nous, en fait, la première chose qui a été faite, en effet, c'est un audit complet du patrimoine pour définir quels étaient les bâtiments qui rentraient dans le scope. Et une fois qu'on a déterminé le scope, là, à partir de là, on essaye d'avoir une solution la plus clé en main possible. Parce que, évidemment, mettre en place une GTB, ça a un coût important en CAPEX, donc ça joue forcément sur la rentabilité. Et donc, il faut que ça se réfléchisse de façon intelligente. Il n'est peut-être pas utile pour certains immeubles de parcs d'activité de mettre des GTB très complexes à des prix de 50, 100 000 euros, alors qu'une GTB Lite avec juste des fils pilotes permettent de pouvoir monitorer et répondre à la réglementation. Donc, en fait, on est allé step by step. On a déjà primo fait un audit. Et après, on a regardé là où il était question de déployer une GTB Lite, là où il était question de déployer une grosse GTB. Et on vous cache pas, je ne vous cache pas que dès qu'il est question de déployer un gros système de GTB, à partir de là, il y a un travail en collaboration qui se fait avec notre service d'asset management et une négociation qui passe avec le locataire sur la durée de son bail ou les engagements à prendre avec le locataire. C'est un outil de négociation pour le propriétaire pour pouvoir accompagner le locataire sur cette GTB en lui expliquant qu'il a un gain important à avoir sur ses factures d'énergie, mais qu'en contrepartie, on est encore un peu dans le win-win. Il faut qu'à côté de ça, pour que son propriétaire l'accompagne sur la partie, lui aussi s'y retrouve, soit en sautant une date de break, soit en repartant sur un nouveau bail et une nouvelle échéance. Oui, parce que pour le propriétaire, il y a la mise en conformité, il y a la valorisation de son actif, mais c'est vrai que le gros gagnant, c'est quand même le locataire qui va avoir ses charges énergétiques baissées avec la mise en place de ces GTB. Donc, sur des modèles light, on peut entendre que le propriétaire le prenne en charge, mais sur des modèles plus onéreux, on peut comprendre aussi que le locataire a un intérêt à le faire et à participer. Et c'est-à-dire que là, le propriétaire a un rôle, du coup, dans ce que vous nous dites, de réfléchir avec les parties prenantes, en fait, le locataire comme le propriétaire. En fait, j'en reviens toujours à la relation avec le locataire, hein, c'est-à-dire le début du décret Bax. Le fait d'avoir gagné la confiance du locataire, ça nous permet de pouvoir être plus force de conseil auprès de l'asset manager sur l'état d'esprit du locataire, sur l'appréciation et l'acceptation de ce décret Bax et de savoir si en effet il est prêt à pouvoir s'engager sur des nouvelles périodes et accompagner également le propriétaire sur ce décret Bax ou si au contraire c'est absolument inenvisageable pour lui et au contraire ben, pour le propriétaire qui commence à préparer ses plans CAPEX pour pouvoir le prendre en charge. Effectivement, pour le propriétaire, c'est pas totalement désintéressé parce que lui, pour la valorisation de son actif, il a besoin effectivement lui aussi de se mettre en conformité. Et c'est l'échange qu'on avait. Moi, j'ai la sensation qu'il y a quelques temps, j'entendais encore dire, de toute façon, même si je mets pas le décret BAX, décret tertiaire, j'ai l'emplacement. Donc de toute façon, j'ai pas de sujet à terme. J'aurai toujours un locataire. Et nos échanges m'ont démontré que locataire peut-être, mais le fait de le vendre peut-être pas du coup. En effet, le véritable impact, il est là, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le décret tertiaire, il y a normalement, à un moment, il y aura des sanctions administratives et pécuniaires qui risquent de se faire pour les gens qui n'auront pas déclaré leur consommation. Je crois qu'il n'y a pas eu encore d'amendes qui sont passées, mais ça viendra. Décret Bax, aujourd'hui, on nous impose de le mettre en place, mais il n'y a aucune sanction. Personne.
Il y a rien qui dit que si on n'a pas mis en place une GTB en 2017, on va recevoir une injonction ou une amende de la part de l'État ou du ministère de la Transition écologique. Rien du tout. Donc, pour les propriétaires, il n'y a pas urgence. Il est même peut-être urgent d'attendre pour ne pas dépenser d'argent. La seule chose, et c'est là où je pense que la situation et la vision comme ça est court-termiste, c'est que la sanction, elle viendra au moment de l'arbitrage. Au moment de l'arbitrage et qu'ils voudront arbitrer leurs immeubles, s'ils ne sont pas mis en conformité avec le décret BAX et avec le décret tertiaire, la sanction se fera sur le prix de vente. Parce qu'en cas d'audit technique, là où une GTB Lite pourrait faire l'affaire à 5 000, 10 000 euros, l'auditeur technique du vendeur, lui, il va dire que c'est 100 000 euros la GTB. Donc, c'est déduit directement du prix. Et là, la sanction, elle va venir. Donc, il y a plutôt urgence pour les propriétaires de se mettre en conformité afin de rendre leurs immeubles pérennes, durables et économiquement toujours valorisés. Ouais, clairement, finalement, dans le cadre de l'arbitrage, il vaut mieux anticiper que de subir. Et c'est vrai qu'on le voit, nous, on est de plus en plus consultés pour des acquéreurs qui veulent auditer la mise en conformité avec le décret TASSA, décret BAX pour pouvoir négocier, évidemment, dans le cadre de l'acquisition. Donc, c'est un sujet qui est important. Euh, En fait, finalement, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut changer un peu son regard sur cette réglementation qui apparaît comme une contrainte. Mais finalement, si, en tout cas pour le PM, ça lui permet d'avoir plus de proximité avec le locataire, et si ça permet au locataire de baisser ses charges et à l'asset de mieux valoriser son actif, finalement, ça devient une opportunité. Alors, on a parlé côté locataire, asset, propriétaire, mais je voudrais juste revenir sur l'aspect du fonds et le fait de l'ISR, qui lui est un label qui oblige maintenant, enfin qui oblige, qui est nécessaire, je le répète, c'est un peu le terme important, qui est nécessaire pour pouvoir mettre n'importe quel fonds immobilier sur la place et le rendre attractif aux yeux des investisseurs. Enfin, nous, chez Spirit Rame, on a labellisé tous nos fonds. On en a labellisé un alors qu'on n'avait pas encore d'immeuble dessus. Donc, on est parti avec un- une idée de ce qu'on voulait comme immeuble. Donc, c'était des résidences-services à l'époque, mais on n'avait pas d'immeuble. On a créé la grille malgré tout pour la labelliser. On sort là actuellement une SCPI qui s'appelle Esprit Horizon, qui est une thématique 100% parc d'activité et qui, pour le coup, va faire l'objet d'une labellisation dès l'acquisition de son premier actif. Parce qu'on sait très bien que à partir de là, si on n'est pas labellisé ISR, il n'y a aucun conseiller d'investissement ou société de SGP qui voudra commercialiser notre produit. C'est quelque chose de fondamental maintenant sur lequel on ne peut pas s'éviter de l'être. Donc là, la mise en place du sous-comptage, tu me disais, l'AFNOR d'ailleurs très vite le reconnaît comme quoi pour aller vers l'ISR, c'est à partir du moment où on dit on a déployé QSpot, ça aide. Ça répond à deux critères importants sur le pilier, sur les piliers ESG, hein. Ça répond au pilier E environnemental et S sociétal, dans le sens où sur l'environnemental, les consommations d'énergie qui sont monitorées, revues à la baisse et on essaye d'avoir un immeuble le plus vertueux possible, et d'un point de vue sociétal, sur le fait qu'on amène le locataire avec nous dans cette spirale pour le rendre plus vertueux et plus conscient des enjeux environnementaux. Je crois qu'on a été bavard, on me fait signe, on n'a plus le temps pour les questions, je crois. Si, on peut quand même. Est-ce que quelqu'un dans la salle a une question à poser à Emmanuel? Ou la gentillesse de poser une question. On a été très clair, on a parlé de tout. Bon, ça a l'air de servir les intérêts du timing. Donc on va s'arrêter là, mais n'hésitez pas à nous interpeller. Merci encore Emmanuel pour ce témoignage. Merci. Et puis je vous propose de nous retrouver à la sortie ou au stand si vous voulez approfondir les échanges. QSpot est devenu Citron maintenant. Merci à vous tous. Merci.